Bonjour docteur Sabatier, bienvenue Bonjour sur Tribune Stéphanie. Libre. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Voilà, Stéphanie, un prénom que vous connaissez bien, ça c'est un clin d'œil personnel, mais en tout cas, Oui. bienvenue sur Tribune Libre. Vous êtes docteur en quoi exactement? Je suis docteur en biologie cellulaire et microbiologie. Puis j'ai une habilitation à diriger des recherches en biochimie. Et je suis directeur de recherche au CNRS et je m'exprime ici en mon nom propre. En votre nom propre, Oui. très bien. Vous avez alerté sur la question de l'ARN messager Oui, qui peut produire des dégâts dans les organismes. oui. Est-ce que vous pourriez résumer pour des profanes, en fait, des gens qui sont pas ou médecins ou scientifiques? Oui. Alors, les ARN messagers sont utilisés dans les plateformes vaccinales depuis 2019, en fait, depuis la pandémie. Alors, ils posent des gros problèmes, justement, parce que normalement, ils auraient jamais dû être utilisés dans des plateformes vaccinales, parce qu'ils font pas du tout l'affaire. Ils ont plusieurs problèmes. D'une part, à dose équivalente, ils conduisent pas nécessairement à la production de la même quantité de protéines antigéniques. C'est-à-dire que chacun va réagir différemment lorsqu'on lui injecte une quantité identique d'ARN messager. Après, il y a un autre problème lié à l'ARN messager, c'est on connaît pas en fait son catabolisme, c'est-à-dire sa dégradation, puisque ce sont des ARN messagers qui ont été totalement modifiés, donc ils ne sont pas comparables à des ARN messagers naturels, et ça veut dire que leur temps de demi-vie est très largement augmenté, et donc on connaît pas leur demi-vie réelle. Donc ça, c'est un autre problème. L'autre problème, c'est qu'on maîtrise pas leur biodistribution. Ils restent évidemment pas dans le muscle deltoïde, mais ils se promènent dans la circulation et ils peuvent accéder à n'importe quel tissu, n'importe quel organe. L'autre problème, c'est que dans les vaccins ARN messagers, comme Comirnaty de Pfizer-BioNTech ou Spikevax de Moderna, ils ont utilisé un dérivé de nucléotides pour l'uridine, puisque normalement il y a 4 nucléotides différents dans un ARN messager. Et là, ils ont substitué l'uridine par la méthyl-1-pseudouridine. Et on a vu, par notamment un article qui a été publié le 6 décembre 2023, que ça conduisait à la production de protéines hors cible, encore appelées protéines inconnues ou protéines fantômes. Alors pourquoi? C'est parce que la machinerie cellulaire qui va traduire donc l'ARN messager vaccinal se trompe parce qu'elle reconnaît pas bien la méthyl-1-pseudouridine. Et donc, ça peut entraîner soit une mutation, c'est-à-dire une incorporation d'un acide aminé qui n'est pas le bon, en fait, qui ne correspond pas à un acide aminé de la protéine spike, mais ça peut conduire aussi, donc, justement, à un saut du cadre de lecture de +1, qui conduit à une lecture de triplés différents, et donc à la production de protéines chimères. Donc, en gros, la présence de ce dérivé méthyl-1-pseudouridine dans les ARN messagers vaccinaux va correspondre à une production d'une multitude de protéines inconnues qui vont être capables de stimuler le système immunitaire et qui vont être donc capables d'induire en fait des troubles métaboliques, puisqu'en cas d'immunoréactivité croisée, il va y avoir forcément des atteintes à certaines voies métaboliques, ce qui va pouvoir conduire à des différents types de pathologies, voire des pathologies auto-immunes ou des tumeurs, voilà. Donc c'est pas safe du tout. Alors il y a une autre question qui est posée par l'utilisation des ARN messagers vaccinaux, c'est que on sait que ces ARN messagers vaccinaux peuvent potentiellement être rétrotranscrits en ADN et que l'ADN rétrotranscrit et sous forme bicaténaire peut être potentiellement intégré dans le génome humain. Ça veut dire que l'information génétique en fait de la protéine spike pourrait être intégrée au génome humain. Et en plus, il y a un dernier problème qui est soulevé, c'est qu'on utilise des nanoparticules lipidiques justement pour vectoriser cet ARN messager. Bon, d'une part pour diminuer, disons, pour diminuer sa reconnaissance par l'immunité innée, puisqu'un ARN messager est hyper-inflammatoire, et d'autre part pour le vectoriser dans les cellules. Donc en fait, c'est du cholestérol, c'est des phospholipides, c'est des lipides pégylés, des lipides cationiques. Et on sait que ces lipides, notamment les lipides pégylés et les lipides cationiques, sont toxiques pour l'organisme humain. On sait notamment que c'est capté par des tas d'organes, y compris les organes reproducteurs, par la rate par exemple, et par d'autres organes. Et on sait que ces nanoparticules lipidiques sont aussi capables de franchir des barrières comme la barrière hémato-encéphalique, la barrière placentaire, etc. Donc de toute façon,
c'est très dangereux, et c'est pour ça que la technique, la stratégie en fait de vaccination ARN messager est complètement folle, parce que tout montre qu'elle fonctionne pas et qu'elle est très dangereuse pour l'organisme qui reçoit justement ces injections vaccinales entre guillemets. Et comme on en retrouve dans les gonades, ça peut être transmis aux générations futures d'une manière ou d'une autre? Il y a des risques parce que en fait la protéine spike reconnaît, donc qu'elle soit vaccinale ou qu'elle soit issue du virus, elle reconnaît un récepteur humain qui s'appelle ECA2, c'est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Et ce récepteur ECA2 se retrouve sur tous les types cellulaires. On les retrouve sur les cellules nerveuses, sur les cellules immunitaires, sur les cellules endothéliales, épithéliales, les histiocytes, les cellules de Kupfer, enfin, ils sont vraiment présents partout, ces récepteurs ECA2. Et ils sont très présents, justement, dans les organes reproducteurs. Ce qui fait qu'il y a un réel danger, en fait, de transmission à d'autres générations, quoi. Il y a un risque et même important. Pour la santé des bébés, il peut y avoir des problèmes in utero. Oui, on sait par exemple que justement même les ARN messagers aussi peuvent franchir la barrière placentaire. Ça a été démontré chez la souris. C'est capable par exemple chez la souris d'activer de façon active ou passive le système immunitaire du bébé souris, hein. Donc du souriceau, ça a été démontré, ça a été publié. Vous êtes inquiet également parce que, en fait, on vaccine aussi peut-être certains animaux désormais? Oui, désormais, on vaccine un certain nombre d'animaux. Alors, en France, par exemple, il y a une ATU qui a une autorisation temporaire d'utilisation qui a été renouvelée pour le vaccin entre guillemets Ceva, qui est un vaccin ARN messager auto-amplifiant, qui a été utilisé déjà depuis 2 ans pour vacciner entre guillemets les canards. Hein. Donc il y a 62 millions de canards qui ont été vaccinés à partir de 2023, un peu moins de la moitié avec justement ce vaccin Ceva qui s'appelle AI H5, hein, H5 parce que c'est un vaccin qui est dirigé contre l'hémagglutinine H5 pour lutter contre la grippe aviaire du canard, la H5N8. Et on sait que bon, c'est une approche qui est dangereuse. Alors là, les nanoparticules sont un peu différentes. Ce sont des nanoparticules d'oxyde de fer qui sont enrobées d'acide oléique et de plus, il y a du squalène qui est thermorésistant. Et donc, autrement, l'ARN messager, c'est un ARN messager auto-amplifiant. Donc, il diffère des ARN messagers qui sont utilisés dans les vaccins de Pfizer-BioNTech, comme Comirnaty, ou du vaccin de Moderna, qui est le Spikevax, par l'addition dans l'information de l'ARN messager entre les régions 5' nucléaires et la région ORF, qui code pour la protéine Spike. Ils ont rajouté, enfin dans le cas du Ceva, ça code pour la protéine H5, hein, l'hémagglutinine H5, parce que c'est contre la grippe aviaire. Alors ils ont rajouté une information génétique qui s'appelle le complexe réplicase, et en fait c'est une information ARN hein, qui va coder pour 4 protéines, qui s'appellent NSP1 et NSP4, et ce sont des protéines qui agissent de concert et qui ont une activité ARN qui ont une activité donc ARN polymérase, ARN dépendante. C'est-à-dire que ce complexe réplicase qui provient d'un alphavirus qui s'appelle le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, ce complexe est capable de fabriquer de l'ARN à partir d'une matrice d'ARN, et notamment il est capable de fabriquer le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant, puis il va utiliser ce brin d'ARN qu'il vient de fabriquer comme matrice pour fabriquer le brin complémentaire à cet ARN complémentaire, hein, et le deuxième brin de polarité positive va être identique à l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire que c'est un système qui permet de produire en permanence de l'ARN messager auto-amplifiant. Une machine autonome. C'est une machine autonome, c'est-à-dire qu'on va fabriquer en permanence de l'ARN messager auto-amplifiant. Ce qui évite, en théorie, de faire des rappels vaccinaux, hein, des injections supplémentaires. Voilà. Ça peut être délétère. Donc c'est forcément délétère parce qu'on va rien maîtriser.
on va pas maîtriser donc la quantité d'ARN messager auto-amplifiant qui va être fabriqué, parce qu'on maîtrise pas en fait l'activité du complexe réplicase. En plus, ce complexe réplicase, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire, parce que il est capable de fabriquer de l'ARN à partir d'une matrice d'ARN. Et quand il va être dans une cellule, il va être au contact d'une multitude d'ARN naturels, et on ne sait pas trop ce que ça peut activer potentiellement. Donc il y a des risques réels en fait avec ces ARN messagers auto-amplifiants. Et une cuisson forte et prolongée peut aider ou... Alors oui, payer. ça peut aider. Disons que le risque, c'est d'avoir de l'ARN messager auto-amplifiant qui va être toujours fonctionnel. Parce que ce qui se passe, un ARN messager est sensible à la température. Généralement, une température de 65 degrés Celsius, il se dégrade. Le seul problème, c'est qu'on connaît des ARN qui sont très thermostables. Bon, comme je donnais l'exemple, ils ont identifié par exemple des ARN qui sont stables pendant 10 minutes à 100 degrés ou pendant 65 heures à 80 degrés. Donc ça va dépendre de la structure de l'ARN, et ça va dépendre aussi de sa longueur et de sa capacité à former des zones appariées. Plus il est court, plus il est stable, plus il forme de zones appariées, et plus il est stable. Mais même s'il était potentiellement dégradé par la chaleur, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a des nanoparticules, par exemple d'oxyde de fer, avec du squalène, justement dans le vaccin Ceva. Et le squalène est thermorésistant, et ça forme une espèce de gangue qui peut protéger potentiellement l'ARN messager de la dégradation. C'est-à-dire un ARN messager qui pourrait se dégrader éventuellement à 65 degrés, il pourrait être protégé de la dégradation thermique grâce à la présence de ces nanoparticules d'oxyde de fer et notamment de squalène. Donc le danger existe. Alors même, il y en a qui disent que de toute façon, même s'il n'est pas dégradé par la chaleur, il va être dégradé par le pH acide de l'estomac. Sauf que lorsqu'on mange du canard rosé, donc qui a peu chauffé, ça veut dire que potentiellement il reste des molécules d'ARN messager auto-amplifiant fonctionnelles. Ben, ça veut dire qu'il est quand même au contact des muqueuses, qu'il est au contact du pharynx, de l'œsophage, avant d'atterrir à pH acide donc dans l'estomac, et ça veut dire que potentiellement il peut être transféré à la circulation sanguine. Et donc, on pourrait avoir dans l'organisme un complexe réplicase fonctionnel. Et ce complexe réplicase, comme il a une activité de fabrication de l'ARN à partir d'une matrice d'ARN, ben, dans l'organisme, on ne sait pas exactement ce que ça peut faire. Dans tous les cas, ça sera pas bénéfique. Voilà. Qui a mis ça au point? À quel endroit? Dans quel laboratoire? Alors, initialement, la personne qui a travaillé, disons, en premier pour l'utilisation, disons, des ARN messagers comme plateforme pour produire des protéines antigéniques, c'est le docteur Robert Malone, dans les années 80 aux États-Unis. Voilà. Lui-même dit actuellement que c'est de la folie d'utiliser des ARN messagers pour des plateformes vaccinales, parce qu'on maîtrise rien. Il est là le problème. Oui. C'est comme Einstein qui mettait en garde contre la bombe atomique, finalement. Oui, quelque part, oui. Et vous êtes en délicatesse avec le CNRS. On peut en dire 2 mots rapidement? Oui. Ben, disons que j'ai eu récemment un signalement par un signalement anonyme qui a été fait donc à mon encontre au CNRS à une cellule qui s'appelle MIS, c'est la mission à l'intégrité scientifique. Donc c'est une cellule, à ma connaissance, qui a été créée en 2022, il me semble, pour lutter contre la désinformation scientifique, parce que on m'a reproché dans une interview avec Nicolas Vidal sur la toxin et qui concernait la vaccination infantile, d'avoir dit plein de choses très très négatives sur la vaccination infantile, et on m'a accusé de faire de la désinformation sur ces injections vaccinales, parce que je disais qu'elles étaient trop nombreuses, qu'il y a beaucoup de ces injections qui servaient strictement à rien, puisqu'elles conduisaient à des pathologies bénignes, et que avec l'augmentation des injections vaccinales, il y avait de plus en plus de pathologies infantiles, que ce soit des pathologies nerveuses, que ce soit de l'autisme, etc. Myocardite. Alors oui, disons les myocardites, il y en a aussi, mais disons qu'il y a des fortes intoxications qui conduisent en fait à une augmentation faramineuse en fait des pathologies. Bon, je vous donne un exemple. En 1970, il y avait un cas d'autisme pour 10 000 personnes. Actuellement, d'après les dernières
données du CDC qui ont été rapportées par Kennedy, là, le ministre de la Santé américain, il y aurait un cas d'autisme sur 19 personnes. Et pour les garçons, il y aurait un cas d'autisme pour 12,5 personnes. Voilà. Alors, on nous a dit, l'autisme, de toute façon, il n'est pas lié à ces injections vaccinales. Or, il y a des données qui montrent que c'est lié à ces injections vaccinales. Par exemple, les injections infantiles contre l'hépatite B. On sque ça conduit, parce qu'il y a une étude qui a été faite, à une augmentation de l'autisme d'un facteur plus que 11. C'était 1135% d'augmentation de cas d'autisme avec le vaccin d'hépatite B. Alors, on sait à quoi c'est dû parce que on a vu que cette toxicité était due au thiomersal, qui est un dérivé de l'éthylmercure et qui est toxique. Mais dans ces vaccins, on retrouve aussi infantiles, donc on retrouve aussi d'autres composés qui sont très délétères. Par exemple, de l'hydroxyde d'aluminium qu'on retrouve. On retrouve du polysorbate 80 aussi, qui est toxique. Enfin, il y a un certain nombre de produits justement qui sont délétères. Pour les cas d'autisme, on a vu aussi que le vaccin rougeole, oreillon, rubéole qui était injecté chez les enfants conduisait à une augmentation de 260% de cas d'autisme. Et c'était une analyse qui avait été ordonnée par l'agence de sécurité du CDC, et c'est une analyse qui a été cachée. C'est-à-dire quand ils ont eu les résultats, il a été démontré que les informations étaient cachées. Kennedy en a parlé récemment, justement, dans une audition publique au Sénat, je crois. Enfin, de toute façon, on ne dispose d'aucune étude indépendante qui prouve l'efficacité des vaccins pédiatriques, et on n'a pas d'études non plus sur les conséquences sur leurs effets cumulatifs. Quand on les injecte à peu près à des périodes très rapprochées, on ne sait pas. Oui, non. En fait, il n'y a pas de données de sécurité sur ces vaccins infantiles. Justement, c'est là le problème. Et Kennedy donc a ordonné une étude, justement, quand il a été nommé en janvier 2025, là, a ordonné une étude pour voir les différences qu'il y avait justement entre les enfants vaccinés et non vaccinés sur les différentes pathologies, dont on doit voir les résultats en septembre, là. Mais bon, il y a déjà des données qui filtrent, en tout cas, c'est très, très négatif, quoi. Et en France, on va pas dans le bon sens, puisqu'on en a plus de 11 obligatoires. Alors, jusqu'en 2018, on avait 3 vaccins, c'était diphtérie, tétanos, polio, et à partir de 2018, on en a eu 11, et puis depuis le 1er janvier 2025, on en a 12, mais qui correspond en fait à 15 vaccins, puisqu'on a rajouté en fait un vaccin tétravalent contre le méningocoque, donc ACWY. Donc ça fait énormément d'injections. Je crois qu'il y a 16 injections entre 2 mois et 18 mois chez les enfants. Voilà. Et aux États-Unis, par exemple, les injections infantiles, ça représente 72 injections, ce qui est énorme. Et on voit évidemment l'augmentation des pathologies, ce qui est quelque part logique, puisqu'on perturbe le fonctionnement du système immunitaire qui se met en place chez les enfants, puisqu'ils sont injectés très très tôt. Voilà, l'organisme n'est pas fait pour recevoir des tas d'injections d'antigènes. C'est nouveau en plus dans l'histoire de l'humanité globalement. Et d'ailleurs, ce mythe de la vaccination à la peau dure, surtout en France, pays de Pasteur, ça va être compliqué de faire douter les esprits. Oui, c'est pour ça qu'il faut des études très carrées. C'est pour ça que c'est très bien que Kennedy lance toutes ces études, des études très carrées qui vont démontrer de façon objective et scientifique que ça marche. Parce que là, je veux dire, la doxa de la vaccination, elle va au-delà de la science, parce que il y a énormément de données qui montrent que ça fonctionne pas. Voilà. Et quand on dit que ces injections vaccinales sont dangereuses, on se fait accuser de complotistes, d'anti-science, de désinformateurs. Donc il est là le problème. C'est que en fait, les anti-sciences, ce sont pas les complotistes ou les anti-vax entre guillemets, mais justement les personnes qui poussent à la vaccination. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance du dossier, ou bien alors il y a de la corruption ou autre. Mais en tout cas, il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Eh bien, je vous remercie pour votre courage, docteur. Oui, merci Stéphanie. Merci docteur Sabatier. Merci.